Et nous sommes en compagnie d'Olivier Daben. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po. Et tout d'abord, une question. Il ne s'agit pas d'une surprise, puisque depuis le premier tour, on voyait qu'il était malgré tout extrêmement improbable que ce candidat perde. Mais si on remonte à quelques mois, s'agit-il d'une surprise, selon vous, Olivier Daben ? Écoutez, oui, bien sûr, si on remonte il y a quelques mois en arrière, il y a un an en arrière, c'est une énorme surprise. On était tous à rigoler, comme l'a dit votre chroniqueur tout à l'heure, de cette candidature il y a un an. Personne ne la prenait au sérieux. Et puis finalement, elle a enflé, si vous voulez. Elle a finalement rallié beaucoup de supporters à droite, à gauche, surtout à droite au Brésil. Et effectivement, à l'issue du premier tour, il faisait plus de doute que ça devenait mission impossible pour le candidat de gauche de remonter sur la candidature d'extrême droite. Donc c'est un énorme coup sur la tête. J'ai une pensée ce matin pour tous mes collègues au Brésil qui rentrent en résistance. C'est un peu déjà ce qu'on avait vu avec Trump et en Turquie. C'est un jour bien triste pour la démocratie au Brésil de voir effectivement revenir un nostalgique de la dictature au pouvoir légalement, avec sans aucune fraude. Le suffrage universel a parlé. Le Monde dit de lui parlementaire méprisé par ses pairs, réputé pour ses outrances et sa vulgarité. C'est cela, Jair Oui, Bolsonaro ? c'est ça. Pendant 28 ans, il a été isolé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'a jamais été corrompu. Personne ne s'intéressait à lui. Les entreprises n'avaient pas à lui offrir de l'argent pour qu'il gagne parce qu'il était totalement insignifiant. Il a fait des propositions de loi qui ne sont jamais passées. Il y a eu juste 2 ou 3 projets qui ont pu... Quelqu'un d'absolument insignifiant, mais qui était quand même connu par sa radicalité, par ses déclarations incendiaires. Mais personne ne le prenait au sérieux. Bon alors, au moins est-il honnête ? Absolument, oui, il n'a jamais caché ses convictions profondes, il n'a jamais caché qu'il était nostalgique de la dictature. Du point de vue de sa sincérité, mais aussi, est-ce que vous êtes certain qu'il n'est pas corrompu ? Non, on n'est pas certain. Bon, il ne l'a pas été dans le passé, ça c'est sûr, parce qu'il était insignifiant, tout simplement. Il l'a peut-être été pendant la campagne, ça c'est plus que probable, puisque le journal Folha de São Paulo a dévoilé qu'il avait payé des entreprises pour diffuser des fake news. Donc oui, il y a déjà un procès qui est en cours, en quelque sorte. Donc oui, on va peut-être trouver qu'il a eu des connivences avec le monde des affaires pendant la campagne, mais auparavant, pendant sa carrière de parlementaire, vraisemblablement non. Est-ce que Fernando Haddad, donc l'autre candidat issu du Parti des travailleurs, était un si mauvais candidat que cela ? Autrement dit, s'agit-il d'un vote d'adhésion, d'un vote de rejet ? Olivier Daben. Non, c'est essentiellement un vote de rejet. Fernando Haddad était un bon candidat, mais bon, il était le candidat du PT, et à ce titre, il était détesté, pas pour lui, parce qu'après tout, il était peu connu. Il a été maire de Sao Paulo, et à mon avis, d'ailleurs, il a été un bon maire, mais il n'a quand même pas réussi à se faire réélire. Il a perdu assez sèchement en vue d'un deuxième mandat. Mais en dehors de Sao Paulo, il n'était pas très très connu. Il a réussi à se faire connaître pendant la campagne, mais il a surtout réussi à se faire connaître comme étant celui qui avait été désigné par Lula. Et ça a suffi à le discréditer pour beaucoup, parce que s'est développé au Brésil depuis quelque temps une haine viscérale chez beaucoup d'électeurs du PT, en raison principalement des affaires de corruption qui se sont focalisées sur ce parti politique. Et oui, et lorsque l'on voit aujourd'hui ce résultat, Olivier Daben, on se demande finalement qu'est-ce qui a permis une telle élection ? Est-ce que c'est la déconfiture d'un système politique ? Puisqu'il faut revenir quelques années en arrière. Lula a été présenté comme un véritable espoir. Il y avait donc de nombreuses possibilités pour... le Brésil avec ce plan de sortir donc la totalité de la population de la pauvreté. Qu'est-ce qui a cloché ? Il y a eu une convergence ces dernières années, c'est assez récent finalement, je dirais dans les 4-5 dernières années, depuis des manifestations en 2013 de la part d'étudiants qui réclamaient une baisse des tarifs des transports publics, et des manifestations qui ont été récupérées par la droite, donc une mauvaise humeur de l'opinion publique, plus une crise économique, mais c'est surtout le facteur de la corruption. Il y a des procès qui sont en cours depuis 2014 et qui ont dévoilé des schémas de corruption, et les Brésiliens en veulent au PT en quelque sorte d'avoir institutionnalisé la corruption, alors même que c'est pas du tout le parti le plus atteint par la corruption. Quand on fait des comparaisons, d'autres partis politiques ont été éclaboussés de façon plus sérieuse, mais la justice est un petit peu centrée sur le PT et sur la personne de Lula en particulier. Lequel était véritablement corrompu ?
On n'a jamais pu prouver qu'à titre personnel, il était corrompu. On se doute bien qu'il a, disons, fermé les yeux sur un certain nombre de choses, mais à titre personnel, il est en prison aujourd'hui, alors même qu'il a été juste mentionné par quelqu'un qui voulait sauver sa peau. Vous savez, le système brésilien prévoit des réductions de peine si vous collaborez avec la justice, mais il n'y a pas de preuves. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Dans une cité balnéaire. On n'a jamais pu prouver qu'il était à lui, ce qui est quand même embêtant. Donc mais sa femme y avait fait des travaux. Alors, oui, mais il n'y a pas de titre de propriété, on sait pas. Bon, enfin, il faut des preuves quand même pour accuser quelqu'un. Non, mais bien entendu des preuves, mais lorsque quelqu'un de proche, en l'occurrence votre épouse, fait des travaux dans un appartement, est-ce que ça n'est pas... Sans doute, mais si vous voulez, au regard de ce qu'on connaît des autres politiques dans ce pays, c'est vraiment dérisoire. Donc il y a eu une certaine politisation de la justice qui s'est acharnée contre le PT, ça c'est indéniable, amplifiée par les médias qui en ont profité pour se débarrasser de Lula parce qu'il est imbattable lorsqu'il s'agit d'organiser des élections. Et donc c'est développé dans le pays une certaine haine, vraiment une haine. J'ai jamais vu un niveau de haine pareil dans ce pays à l'égard du PT. Et donc, si vous voulez, c'est un climat d'une très grande polarisation où tout s'est accumulé contre le parti. Donc, n'importe quel candidat, même peut-être Lula, d'ailleurs, in fine, aurait perdu s'il avait pu maintenir sa candidature jusqu'au bout. Comment expliquer ce poids de la corruption, Olivier Daben? Qu'est-ce qui justifie qu'au Brésil, la classe politique soit presque intégralement corrompue? Il y a un problème de fonctionnement du système politique dans ce pays, si vous voulez, qui était un problème ancien. Les militaires, dans les années 60, avaient déjà essayé de faire en sorte que le Brésil devienne, au plan politique, un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire un système avec 2 grands partis politiques relativement modérés et qui alternent au pouvoir. Ils l'avaient fait de façon artificielle, par la voie autoritaire, mais quand le pays est revenu à la démocratie au milieu des années 80, il y a eu une explosion du nombre de partis politiques. Aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a 30 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale au Brésil. Donc c'est difficile à gouverner le Brésil. Il faut passer des alliances sans arrêt et il faut surtout consolider ces alliances. Et la façon qu'a trouvé le Parti des travailleurs pendant la première période de Lula de préserver ces alliances, c'est tout simplement de payer, de rémunérer certains députés pour qu'ils restent fidèles à l'alliance et qui continuent à voter les réformes engagées par le Parti des travailleurs. Donc je crois qu'au plus profond de la problématique brésilienne, il y a vraiment un problème politique, un problème de multipartisme excessif. Une vie politique est complètement fragmentée. Vous avez beaucoup de petits partis politiques et aucun grand parti politique qui pourrait assurer un peu de stabilité politique. Donc il faut trouver des succédanés, il faut trouver des moyens. Et malheureusement, ces moyens, ça consiste bien souvent à verser des dessous de table, à financer des campagnes pour s'assurer la gouvernabilité du pays. Pourquoi la droite modérée, la droite classique n'en a-t-elle pas profité? Puisque, après tout, entre le Parti des travailleurs et Jair Bolsonaro, il y avait d'autres solutions politiques, Olivier Daben? Oui, mais la droite a été laminée. Un parti comme le PSDB, le Parti de la social-démocratie, qui a gouverné dans les années 90, s'est retrouvé avec un score ridicule à l'élection présidentielle. L'extrême droite a complètement siphonné les voix de la droite classique, la droite parlementaire, la droite républicaine et démocratique. Et c'est, je crois, à la hauteur. La radicalité, si vous voulez, de Jair Bolsonaro est proportionnelle au dégoût qu'ont les Brésiliens pour la vie politique en général, toute la classe politique. Et donc tous les partis politiques qui ont gouverné depuis le retour à la démocratie ont été laminés par cette élection. D'ailleurs, le Parti des travailleurs, pas tant que ça. Ça reste le premier groupe parlementaire. Ils ont élu 4 gouverneurs dans ces élections-là. Donc il reste un parti fort, un des partis les plus forts, le parti le plus fort au Parlement. Donc, par contre, la droite classique, elle, est devenue absolument inexistante. Quelle est la tradition d'extrême droite au Brésil? Puisqu'on l'a entendu dans l'une des phrases qui a le plus fait scandale, Jair Bolsonaro expliquait que le tort de la dictature était d'avoir torturé et non pas tué. C'est probablement la phrase qui a été la plus commentée au cours de cette élection. Quelle a été la dictature brésilienne et comment aujourd'hui expliquer que l'on puisse se revendiquer de cette dictature en devenant président donc du Brésil? Il y a un certain nombre d'hommes politiques, comme Jair Bolsonaro donc, qui entretiennent une vision totalement erronée de la dictature comme étant une période où il y avait de la croissance économique, où on pouvait marcher tranquillement dans la rue parce qu'il n'y avait pas d'insécurité, où il n'y avait pas de corruption parce qu'il y avait un gouvernement qui était ferme
et qui luttait efficacement contre la corruption. Bref, une période un petit peu dorée. Alors évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Il y a eu. Qu'est-ce qui s'est produit? Rappelez-nous, dites-nous ce qu'a été la dictature brésilienne. Alors la dictature brésilienne, elle est peut-être moins violente. Elle a été moins violente que certaines autres dictatures, par exemple en Argentine. Mais c'est une dictature qui a tué, c'est une dictature qui a torturé, c'est une dictature qui a exilé, c'est une dictature qui a effrayé et qui a intimidé la population. Donc c'est un régime dur, si vous voulez, qui ne respectait pas les droits de l'homme et qui s'est aligné sur ce qui se faisait de pire en Amérique latine dans ces années de guerre froide, au nom de, si vous voulez, l'élimination de la gauche, l'élimination de tout ce qui est progressiste dans le pays, dans tous les secteurs d'activité, la culture, l'éducation, le syndicalisme évidemment, etc. Donc il y a cette mémoire qui est totalement déformée, entretenue par ce personnage-là, et qui souhaite donc en revenir à ces années de croissance économique dans la tranquillité et dans l'ordre, comme c'était supposé le cas dans les années 60-70. Mais enfin, si ce monsieur a été élu, Jair Bolsonaro, cela signifie que cette dictature n'est pas si impopulaire que cela. Alors évidemment, les démocrates n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais cette dictature, elle a régné sur le Brésil de 1964 à 1985, ce qui signifie que beaucoup de Brésiliens en ont encore, non pas des souvenirs, mais l'ont vécu. Cette dictature. Oui, beaucoup ne l'ont pas vécu aussi, parce que c'est quand même un électorat qui est jeune, c'est un pays qui est jeune, le Brésil. Donc oui, mais si vous voulez, dans cette élection, c'est pas toujours très utile de chercher des arguments rationnels pour expliquer le comportement électoral des Brésiliens. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait tort d'imaginer que tous les électeurs, les 55% d'électeurs qui ont voté pour Jair Bolsonaro, ont vraiment voté pour un retour à la dictature. C'est un vote qui est assez irrationnel d'une certaine façon. Il y a un vote de valeur aussi qui est important, peut-être devrait-on en parler. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas un vote qui consciemment cherche à faire revenir une période tirée de l'histoire et faire revenir une ambiance qui était celle d'un gouvernement autoritaire. Il y a clairement une grande partie de l'électorat qui a voulu simplement rejeter, ne plus permettre au Parti des travailleurs d'être au pouvoir. Et puis, il y a quand même un certain nombre d'autres valeurs. Ce n'est pas simplement la nostalgie de la dictature. Jair Bolsonaro, c'est à la fois un mélange, un néolibéral, un néoconservateur, un néopopuliste, ça fait beaucoup de néo, tout ça, néo, si vous voulez, néolibéral en matière économique, néoconservateur au plan des valeurs, et on a évoqué il y a un instant les liens avec les églises évangéliques, mais aussi un néopopuliste autoritaire, c'est-à-dire quelqu'un qui clairement pourrait franchir la ligne rouge en matière de démocratie et faire verser le Brésil dans quelque chose qui ressemblerait à de l'autoritarisme électoral ou une démocratie illibérale, qui respecte peu les droits de l'homme, etc. Donc, et ça, il y a un certain nombre de Brésiliens qui le soutiennent. Il faut pas simplement toujours penser qu'ils ont été manipulés par les fake news et qui se sont trompés. Il y a un soutien à un certain nombre de valeurs et c'est important. Et donc ce rapport aux valeurs, s'il fallait le résumer, alors on voit que l'hostilité à la gauche, parfois même la haine de la gauche est un élément central dans le discours de Jair Bolsonaro. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est la gauche, autrement dit le Parti des travailleurs? Est-ce que c'est la gauche, c'est-à-dire un certain rapport au capitalisme? Qu'est-ce qu'il vise? Oui, c'est essentiellement le Parti des travailleurs. Cette exaspération de la droite qui n'arrivait pas ces dernières années à gagner des élections. Enfin, le Parti des travailleurs a gagné 4 élections présidentielles consécutives. C'était jamais arrivé dans l'histoire du Brésil. Et quand la droite a vu que Lula caracolait en tête dans les sondages, il était pris de panique. Donc, si vous voulez, les électeurs se sont massivement alignés sur des positions radicales, extrêmes, pour faire barrage au Parti des travailleurs. C'est essentiellement ça. C'est la figure de Lula, c'est le Parti des travailleurs. Alors même que, encore une fois, si on veut regarder cette période de Lula
avec un peu de recul, on se rendra compte que c'est une période bénie. C'était un âge d'or. Pourquoi? Parce qu'il y avait une croissance économique impressionnante. Ça a correspondu, Lula a eu de la chance, hein. Ça a correspondu à un boom des exportations du Brésil qui a généré de la croissance et qui a permis au Parti des travailleurs de développer des politiques redistributives assez généreuses et de faire sortir de la pauvreté des millions de personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, les milieux d'affaires étaétait très content de Lula, le soutenait parce qu'il voyait bien qu'il y avait de la croissance, qu'il y avait de la redistribution. Sortir les gens de la pauvreté, ça apporte des bénéfices économiques aussi, c'est pas simplement une question sociale, si vous voulez. Donc tout ça aujourd'hui est oublié et on ne retient de la période Lula finalement que ces affaires de corruption et auxquelles il faudrait ajouter aussi évidemment des questions de sécurité dans le pays. C'est quand même assez important, c'est-à-dire le Brésil est quand même un pays où vous avez un homicide toutes les 8 minutes à peu près. Hein. C'est quand même... c'est plus que le conflit israélo-palestinien. Hein. Donc ça aussi, c'est une donnée qui est importante. Depuis le début, il a fait 55 000 morts. Le conflit israélo-palestinien, on en est à plus de 60 000 par an au Brésil. Donc là, effectivement, lorsque vous évoquez cette situation politique au Brésil, il ne faut quand même pas oublier Dilma Rousseff, qui a été présidente après Lula et dont la présidence a été probablement moins concluante que celle de Lula. Absolument, oui. Ça fait partie d'ailleurs des explications du retournement de l'opinion publique à l'égard du PT, c'est-à-dire la succession de Lula a été compliquée et Dilma Rousseff n'a pas eu de chance. Alors si on parle de conjoncture économique, alors elle, pour le coup, elle a dû faire face à la crise économique, un retournement de conjoncture spectaculaire qui n'a plus permis au PT de poursuivre dans la voie des politiques redistributives, si ce n'est au prix d'un endettement considérable. Donc aujourd'hui, la situation économique du pays est difficile et les Brésiliens veulent en revenir à ces années de croissance, à ces années fastes, à ces années du boom de la consommation. Et ils estiment qu'ils ne pourront pas y arriver, qu'ils ne pouvaient pas y arriver avec le PT. Et sous Dilma Rousseff, la grogne sociale était quand même beaucoup plus importante. Oui, elle était importante. Il y a eu des manifestations, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et là, le PT n'a pas très bien réagi. C'est-à-dire le PT a eu du mal à comprendre qu'on pouvait manifester contre lui, en quelque sorte, parce qu'il a toujours considéré que les mouvements sociaux étaient avec lui. Et que donc, il ne pouvait pas en être autrement. Et d'une certaine façon, ils ont perdu, en 2013, à l'occasion des manifestations, un certain lien avec la jeunesse et avec la rue, qui a été, si vous voulez, un facteur important de récupération de la droite. Olivier Daben,